Bonjour à tous, bienvenue dans cette capsule. Je vous lis un texte d'Émile Zola, Germinal. Tous les raisonnements sur l'avenir sont criminels parce qu'ils empêchent la destruction pure et entravent la marche de la révolution. Tout détruire, plus de nation, plus de gouvernement, plus de propriété, plus de Dieu, ni de culte, à la commune primitive et sans forme, à un monde nouveau, au recommencement de tout. Est-ce qu'on peut dire, à l'aune de ce texte, que Émile Zola est une sorte d'anarchiste nihiliste? Non, on ne peut pas, car ce n'est pas lui qui prend en charge ce texte-là, même si c'est lui qui l'écrit, c'est un de ses personnages. Faisons un bond de quelques années en arrière et parlons d'Orelsan, beaucoup plus d'actualité. Orelsan, contre lequel il circule une pétition qui demande qu'on lui retire ses victoires de la musique, sous prétexte que certains de ses textes seraient sexistes. Voilà ce qu'en dit la journaliste Natacha Polony. L'apprentissage à l'école, pourquoi je soulignais tout à l'heure que la question est de savoir faire la différence entre le narrateur, l'énonciateur et l'auteur. C'est parce que c'est ça justement qu'il faut apprendre petit à petit à l'école et ça se fait sur tous les textes. Il n'y a pas besoin d'aller étudier les textes d'Orelsan qui, à mon avis, sont pas les persécutent comme si c'était de ma faute. Si les meufs c'est des putes, je pense que si on apprend la grammaire avec ce genre de phrase, on est mort. Hein. Il est donc question de niveau narratif. Et nous allons voir immédiatement de quoi il s'agit dans cette capsule. Donc, les niveaux narratifs. Alors, il est important, lorsque l'on fait une analyse, par exemple, d'un texte, de se poser la question qui prend en charge ce qui est dit, donc en français, qui parle. Traditionnellement, on relève trois niveaux narratifs, donc trois types de prise en charge. On trouve le personnage, le narrateur et l'auteur. Alors je vous vois tout de suite froncer les sourcils. Oui, mais l'auteur et le narrateur, c'est pas la même chose. Non, ce n'est pas la même chose. Nous le verrons. Et nous le verrons tout de suite avec l'exemple d'un texte de Stendhal. Je vous le lis, nous en parlons. C'était par un beau jour d'automne que M. de Rênal se promenait dans le cours de la Fidélité, donnant le bras à sa femme. Tout en écoutant son mari, qui parlait d'un air grave, l'œil de Madame de Rênal suivait avec inquiétude les mouvements de trois petits garçons. « Il pourrait bien s'en repentir, ce beau monsieur de Paris, » disait M. de Rênal d'un air offensé, et la joue plus pâle encore qu'à l'ordinaire. « Je ne suis pas sans avoir quelques amis au château. » Mais quoique je veuille vous parler de la province pendant 200 pages, je n'aurai pas la barbarie de vous faire subir la longueur et les ménagements savants d'un dialogue de province. Observons dans ce texte quelque peu canonique trois niveaux narratifs qui s'entrechoquent. Tout d'abord, nous avons le premier niveau narratif, celui, justement, du narrateur. Les indices qui montrent que nous sommes dans ce niveau narratif en particulier sont les suivants. Tout d'abord, le texte est écrit à l'imparfait. Genre, c'était, par exemple, par un beau jour d'automne, comme le « il était une fois » du début d'un conte. En outre, dans ce niveau narratif, on parle des personnages à la troisième personne. Monsieur de Rênal est l'œil de Madame de Rênal. Ce mode de narration en particulier suit un système de temps précis, celui du récit, qui s'oppose à celui du discours. Mais nous parlerons de ceci dans une autre capsule. Le second niveau narratif que l'on trouve dans ce passage est assez facile à repérer, puisqu'il s'agit d'une intervention d'un personnage. Facile à repérer, deux indices assez forts. Tout d'abord le tiret, qui introduit le discours, puis le verbe d'introduction de la parole, donc dire, disait, qui est introduit par la phrase qui fait toujours partir de la narration finalement, disait M. de Rênal d'un air offensé, et la joue plus pâle encore qu'à l'ordinaire. Tandis que tout le reste de ce petit paragraphe, c'est du dialogue direct. Tout ce qui est en rouge là est donc pris en charge par un personnage, et pas par le narrateur ni par l'auteur. C'est bel et bien M. de Rênal qui dit avoir quelques amis au château. Voilà, effaçons tout ça et attaquons-nous à un niveau narratif un petit peu particulier dans ce texte. Il s'agit de l'intervention de l'auteur lui-même qui nous parle à travers son livre. Alors qu'on est dans un récit à la troisième personne, on retrouve pourtant dans ce paragraphe, dans ce troisième paragraphe, des « je » et des « vous ».
Qui est ce je? Le je n'est autre que Stendhal lui-même. Et qui est ce vous? Ce vous, c'est vous, ou nous si vous préférez, les lecteurs. Stendhal s'adresse donc directement à ses lecteurs. L'auteur prend complètement en charge tout ce qu'il y a dans ce paragraphe. Notons qu'en disant 200 pages, Stendhal évoque l'objet livre que l'on tient dans la main. En faisant ça, il brise donc l'illusion référentielle. Qu'est-ce que l'illusion référentielle? Nous le verrons dans une autre capsule. Votre travail d'analyste, donc, est de retrouver, et de repérer, et de comprendre, dans des récits, dans des textes, ces changements de niveau narratif. Et ces changements de niveau narratif s'appellent des métalepses. Alors prenons un exemple dans les métalepses, exemple donc de changement narratif au fil d'un récit. Tout d'abord avec les aventures de Sherlock Holmes, écrites par Sir Arthur Conan Doyle. Sir Arthur Conan Doyle a un personnage qui parle en « je », donc à la première personne, qui est en fait le narrateur. Il s'agit du docteur Watson. Le docteur Watson a par ailleurs quelques points communs avec l'auteur, dans le sens où tous les deux ont des connaissances de médecine et tous les deux arborent une moustache saillante. Et bien dans ce cas, Watson est personnage, est narrateur. Il est même, on pourrait dire, auteur dans le sens où il brise à l'intérieur de son récit l'illusion référentielle puisque il parle des écrits que lui-même fait à propos de Sherlock Holmes. Sherlock Holmes lui-même est un personnage qui parfois prend la place du narrateur, car lui-même raconte des événements avec le même style que le Dr Watson, qui est en fait le style de Conan Doyle. Donc tous ces niveaux narratifs se mélangent au fil des aventures de Sherlock Holmes. Prenons un autre exemple peut-être plus clair. À la recherche du temps perdu de Marcel Proust est une œuvre que l'on peut qualifier d'autobiographique, ce qui fait que les niveaux narratifs se mélangent, encore une fois, puisque l'auteur est également personnage, il raconte sa propre histoire, donc de lui-même, mais il est également narrateur. Donc notre ami Marcel va dans ce récit mener une réflexion d'auteur sur ces personnages qui sont a priori des personnes réelles. Jusqu'au moment où il va revenir à une fonction, on va dire, un poste, à une prise en charge du récit en tant que narrateur. Et pour ce faire, il va utiliser une phrase assez intéressante. Alors qu'il vient de parler d'un personnage, il dit tout à coup « Mais il est temps de rattraper le baron qui s'avance, avec Berthollet et moi, vers la porte des Vents du Rhin. » Il arrête donc sa réflexion d'auteur grâce à la conjonction de coordination « mais ». Puis, il happe physiquement le lecteur en lui disant de le suivre dans son observation pour le plaquer enfin face à un personnage. Le personnage qui va s'exprimer en disant « Et qu'est devenu, ajouta-t-il en se tournant vers moi, votre jeune ami hébreu que nous voyons à Deauville ?» On a là exactement le contraire de ce que l'on a vu avec Stendhal. Cette fois, c'est l'auteur qui quitte sa position d'auteur pour devenir narrateur. Dernier exemple avec un texte qui commence de manière assez classique, donc les deux époux regardèrent leur précieux grand-oncle s'en allant vers Angoulême, on est dans de la narration, puis un personnage intervient, il va bien tout de même pour son âge, dit le pharmacien. Et soudain, Balzac, l'auteur, fait une pause dans le récit, ou plutôt profite d'une pause du récit, pendant que le vénérable ecclésiastique monte la rampe donc d'Angoulême, il nous fait, Balzac, une annonce proleptique. Proleptique, ça veut dire que c'est une annonce de ce qui va se passer plus tard. Il n'est pas inutile d'expliquer le lacis d'intérêt dans lequel il allait mettre les pieds. Donc il va mettre les pieds dans un lacis d'intérêt, c'est la suite du roman. Un exemple de métalepse passablement typique chez Balzac. Finissons avec un peu de vocabulaire. La diégèse, donc un terme que vous pourrez utiliser pour briller en société. La diégèse, il s'agit en fait du monde, de l'univers dans lequel évolue le récit. Ainsi, ces trois niveaux narratifs ont des noms différents.
On parle du niveau diégétique lorsque l'on parle du niveau donc de la narration, puisque c'est ce qui pose le récit, il était une fois. On parle du niveau métadiégétique lorsqu'à l'intérieur de la narration, quelqu'un prend le récit en charge, ou un personnage qui parle, ou éventuellement un récit dans le récit, ce qu'on trouve notamment dans les Mille et une nuits, où Scheherazade raconte une histoire pour tenir le sultan en haleine. Et enfin, on parle du niveau extra-diégétique, lorsque l'auteur sort de la diégèse, sort de la narration, pour expliquer quelque chose. Voilà pour ces niveaux narratifs, j'espère que cela vous a été utile et que vous n'oublierez pas, au moment d'une analyse de texte, de bien comprendre qui prend en charge quelle partie du récit à quel moment. Je vous dis à bientôt, peut-être dans une autre capsule.